Voilà, donc, donc Jean-Claude Carpin-Marimoutou, qui va être en discussion avec Florence Duchemin-Pelletier, qui donc est pensionnaire ici à l'INHA, plutôt spécialiste en fait de l'Arctique canadien, donc ça fait un peu un grand écart avec la Réunion, mais qui s'est retrouvée à s'intéresser à ces revues réunionnaises avec le recensement qu'elle a dû effectuer pour le travail ici mené à l'INHA, et qui a déjà aussi fait une communication en ce sens l'année dernière dans un colloque à l'Université de la Réunion sur la question de image et savoir. Donc je vous laisse discuter pendant une quarantaine de minutes, on avait dit peut-être. Je voudrais, avant que la discussion commence, je voudrais vraiment remercier Zaya et Florence pour leur invitation. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver ici. Effectivement, il y a quelques années, j'avais participé à cette rencontre sur l'art contemporain et mondialisation, et ça m'avait été très enrichissant comme tout ce que j'ai entendu pendant ces 2 jours. Et je suis vraiment ravi d'être là, et je tenais vraiment à vous remercier toutes les deux de m'avoir invité. Merci Marie-Laure et merci Jean-Claude Carpin-Marimoutou d'être ici aujourd'hui. Alors, vous êtes actuellement donc porteur d'un projet sur les éditions des presses culturelles alternatives à La Réunion et dans l'océan Indien, à la fin du XXe siècle, plus précisément les années 60-80, qui sont une période clé de l'histoire réunionnaise. Donc on va entrer peut-être tout de suite dans le vif du sujet pour vous demander quelle est la genèse de ce projet qui d'abord touchait l'île de La Réunion et ensuite s'est étendu à l'ensemble de l'océan Indien, qui a gagné aussi en ampleur. Vous me disiez qu'il y avait maintenant une trentaine de chercheurs là-dedans. Voilà, donc, dont des témoins d'époque comme Jean-Claude Legros, fondateur du Rideau de Cannes. Voilà, la genèse du projet et aussi quelle est aujourd'hui sa nécessité. D'accord. Alors la genèse inconsciente est sans doute liée au travail que j'ai mené avec Françoise Vergès il y a quelques années, et qui a brutalement pris fin en 2010, et qui était le projet de Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise. Un projet auquel Françoise et moi on avait consacré une dizaine d'années et qui n'a pas vu le jour, hélas, dans des conditions assez tragiques. On pourra y revenir si vous voulez. Et dans ce projet, il y avait en particulier tout un travail autour de la mémoire orale et autour de la collecte du temps présent. En fait, autour d'un projet de musée sans objet qui s'appelait Musée du temps présent, donc et où tout un travail de collecte de la mémoire, de la parole, des textes, enfin, de la production populaire avait été en cours par une équipe de jeunes collecteurs et collecteuses, je ne sais pas, à La Réunion. Et dans le cadre de cette collecte, nous avions été très très surpris, Françoise et moi, de voir à quel point nous avions oublié tout le travail important qui avait été fait autour des revues dans les années 60-70 à La Réunion. Là, on a sur le montage qu'a opéré Florence une petite idée du nombre absolument considérable de revues militantes, culturelles, radicales, politiques qu'il y avait donc pendant ces années-là. Et ça, c'est donc l'origine lointaine, l'origine la plus... Et donc, du coup, à la fin de la MCUR, après les années de dépression et de mélancolie, est revenue justement l'urgence de ce projet, enfin la nécessité en tout cas de ce projet. Et il se trouve que je dirige une maison d'édition qui s'appelle KA, K pour créole et A pour anarchiste. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez après. Où nous publions donc André Robert et moi qui sommes les responsables de cette maison d'édition. André Robert qui est plasticien, qui est poète, qui est éditeur, performeur et qui est anarchiste donc. Des textes en créole, de la poésie, du théâtre, du roman, des nouvelles, et de plus en plus on s'est mis aussi à publier des travaux théoriques, des essais, des actes de colloque. Et du coup nous avons décidé, et tous les ans nous organisons ce qu'on appelle en créole réunionnais un sobat de cause, c'est-à-dire un colloque, une rencontre, suivi d'un cabar, je reviendrai sur ce terme peut-être tout à l'heure. Et nous avions décidé en 2015 de faire un travail autour des éditions alternatives réunionnaises.
des années 60-70 et même un peu plus loin. Et donc, ce premier travail a entraîné logiquement donc la suite et donc la mise en place de ce projet qui du coup a été accueilli cette fois-ci par l'Université de la Réunion, donc où je travaille, et qui est ce projet donc de travail sur les revues alternatives, culturelles, militantes réunionnaises des années 60 à 80. Et lorsque j'ai présenté ce projet à mon groupe de recherche, progressivement l'idée est venue de l'étendre à Maurice d'abord. Et en discutant autour de nous, on a vu que ce projet comment dire, intéressait beaucoup de gens. Et du coup, nous avons reçu nous avons eu des contacts de collègues ou mauriciens, malgaches, indiens, sri-lankais, qui nous ont dit que ce projet les intéressait. Du coup, nous avons été amenés à l'étendre d'abord au sud-ouest de l'océan Indien, aux îles du sud-ouest de l'océan Indien, et progressivement à l'ensemble de l'océan Indien, puisque maintenant le projet s'ouvre à l'Afrique du Sud, au Mozambique, à la Tanzanie, à l'Inde, au Sri Lanka, et nous sommes en train justement là aussi de prospecter du côté du golfe Persique, puisque ce golfe fait aussi partie de l'océan Indien. Voilà. D'accord, mais on peut le dire peut-être tout de suite que vous avez vous-même participé à des revues et que vous avez fondé des revues. Alors peut-être que vous pouvez nous en parler. Vous étiez dans le groupe Jusqu'à quand, vous avez donc participé à Sobat de cause et vous avez fondé la revue Expression. D'ailleurs, j'ai retrouvé, il y a eu 4 numéros en tout, le numéro 0 et 3 numéros. Il n'y en avait qu'un seul numéro. Ah, il y en a eu 4 quand même. Donc peut-être que vous pouvez nous parler de tout ça. Et justement, dans Expression, vous défendiez la notion de réunionité. Oui, alors Expression est une revue qui arrive assez tard dans le champ, je crois que c'est dans les années 80, si je ne me trompe. En fait, Expression a été une tentative de faire travailler ensemble des gens qui, en fait, étaient ailleurs avant. Dans Expression, il y avait des gens comme Jean-François Samlong, qui, pour nous, dans les années 70, était le représentant d'une petite bourgeoisie réunionnaise de droite, départementaliste, assujettie à l'Église et au pouvoir en place. Et effectivement, l'idée que quelques années plus tard, on allait faire ensemble une revue ne nous serait absolument pas venue en 70. Il y avait Alain Armand, donc de Sobat de cause, la revue de Jusqu'à quand, et il y avait des gens qui avaient travaillé dans les revues comme Fangok, Barzour, qui étaient de revues extrêmement radicales, plus ou moins liées au Parti communiste réunionnais à l'époque, et qui étaient les premières revues dans les années, à la fin des années 60, au début des années 70, à revendiquer une pensée, on va dire, endogène, entre guillemets, une pensée autour de l'histoire réunionnaise, de la langue réunionnaise, de la culture créole et toutes ces sortes de choses, donnant une espèce de dimension concrète à la formule qu'avait employée Antoine Minacci dans les cahiers de la Réunion de l'océan Indien, qui était « Le temps de nous-mêmes est venu ». Et donc c'était ça. Et où il y avait comment dire, le champ était structuré de façon très claire et très violente. D'un côté, les revues liées politiquement soit au mouvement autonomiste, soit au mouvement indépendantiste. Donc ça c'était Nous Créoles, Le Rideau de Cannes, Barzour, Fangok, Témoignage chrétien de la Réunion, et de l'autre côté, des revues qui défendaient l'idée d'une Réunion française et uniquement française, la départementalisation, le département, et toutes ces sortes de choses, dont les revues dont s'occupait Samlong, Créoli, Archivie, la revue culturelle réunionnaise, et je ne sais pas si ça apparaît là. Et voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les années 80 voient quand même l'accession au pouvoir en France, et donc, du coup, à La Réunion, de l'élection de François Mitterrand, et donc du Parti socialiste. Et tout d'un coup surgit
à La Réunion un parti socialiste qui jusque-là était inexistant, comme vient de surgir à La Réunion un mouvement En Marche qui jusque-là était inexistant. Et du coup, l'une des politiques majeures du gouvernement socialiste à La Réunion dans les années 80, ça a été d'apaiser, c'est-à-dire de réussir en gros ce que Michel Debré n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire faire taire les voix. Et donc, ça signe la fin d'un nombre important de ces revues. Van Gogh disparaît, Bardzur disparaît, Sobat Cause survit, mais sur des bases un peu moribondes, se transforme en tout à fait autre chose. Le rideau de Cannes avait disparu depuis un certain temps. Et donc, la plupart des coordinateurs, des militants, des écrivains, des journalistes, des activistes donc liés à ces revues se retrouvent plus ou moins pacifiés, c'est comme ça que j'emploie l'expression de façon pas vraiment neutre, mais enfin, pour ne pas dire acheté, par le pouvoir socialiste, et du coup ont des postes importants, la DRAC, le CRAC, le comité de la culture et tout ça, et donc les choses disparaissent un peu, et c'est à ce moment-là, donc du coup, Sam Long, lui aussi, progressivement acquis à un certain nombre d'idées, puisque la question du statut semblait ne plus se poser. Ce qui posait problème à Sam Long, c'était non, il n'est pas question que la Réunion soit autonome, non, il n'est pas question que la Réunion soit indépendante, non, il n'est pas question que le créole soit la langue, etc., etc. Donc ces questions étaient un peu apaisées. Sam Long, qui avait toujours une vision assez culturaliste de la question culturelle, progressivement, et de la question identitaire, a pu rejoindre ce projet qui se voulait un projet un peu rassembleur, expression, mais qui de toute évidence était voué à l'échec dès le départ parce que les conflits allaient nécessairement ressurgir entre des conceptions de la culture, de la langue, de la revue critique elle-même, qui étaient totalement divergentes. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que 4 numéros. Et ça me frappe, donc, de ce que vous me dites qu'il y a eu 4 numéros dans ma tête. À moi, il n'y avait eu qu'un numéro. Et... Non, mais je vous crois, il y a eu 4 numéros. C'est celui qu'on voit ici, avec le dossier sur les engagés indiens. D'accord. Oui, et donc du coup, quand je relis cette revue, enfin, quand il m'arrivera de la lire de temps en temps, j'ai un énorme sentiment de malaise parce que j'ai l'impression que c'est la revue la plus consensuelle à laquelle j'ai participé et qu'en fait, on n'y dit rien, quoi. Voilà, sinon, des choses que tout le monde peut accepter, que tout le monde pouvait désormais accepter, à savoir que la culture réunionnaise n'était pas uniquement française, qu'elle était créole, que la Réunion, comme toutes les îles créoles, avait connu un processus de créolisation particulier qui était celui de l'océan Indien, avec tous ces machins, et donc des choses qui étaient du coup acceptables, et du coup expression apporter des informations, des connaissances, mais n'était plus du tout une revue alternative, ni radicale, ni militante. Je crois que c'est ça aussi qui fait que l'expérience d'expression a pris fin assez rapidement à cause de ça, quoi. Nous n'avions, en tout cas comme espace, expression n'était, enfin, en tant que revue, expression n'était plus un espace où l'on pouvait faire avancer des choses. On pouvait simplement dire des choses, vulgariser des éléments de savoir, de connaissance, de la culture, faire connaître des travaux. Et d'ailleurs, Expression, contrairement à Van Gogh, Bardzur et les autres, donne très très peu de place aux artistes, aux écrivains, aux poètes, aux chanteurs, aux musiciens. Ça devient une revue, on va dire, de vulgarisation scientifique, quoi. Est-ce que vous pourriez nous parler du contexte des années Debré, du contexte d'émergence de ces revues et des politiques autoritaires, de déplacement, du Bumidum, l'ordonnance Debré de 1960 ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut quand même partir de la départementalisation, donc de la loi de départementalisation présentée par Aimé Césaire à l'Assemblée nationale et co-rédigée par lui, Raymond Bergès et d'autres, qui fait que les anciennes colonies françaises, actuels départements d'outre-mer donc, deviennent départements.
d'outre-mer. Cette loi de départementalisation est dite aussi loi d'assimilation. Et en fait, je pense que le jury s'entendait assimilation aux normes juridiques et sociales et économiques françaises. Mais très vite, ça a été ressenti comme assimilation culturelle et assimilation linguistique et toutes ces sortes de choses. Et alors que Césaire, comme Raymond Vergès, entendait les droits à des choses, les droits auxquels les colonisés n'avaient pas accès, et donc en particulier droit à sa propre culture, droit à la différence, droit à sa langue, droit à sa religion et toutes ces sortes de choses. La lecture du gouvernement français, et je rappelle quand même qu'il s'agit de gouvernement socialiste. On a tendance à l'oublier, ça. De Gaulle prend le pouvoir en 1958 seulement. Et toute la répression du mouvement culturel antillais et réunionnais se fait déjà avant 1958, sous le gouvernement assimilationniste socialiste. Et Mitterrand, en 80, ne fait que poursuivre ce mouvement, en fait, de façon évidemment plus subtile, plus intelligente que Debré, que la droite, qui avait justement la politique de Debré a adressé contre lui tout un courant du peuple réunionnais, ce que, et de façon plus intelligente, Mitterrand a réussi à éteindre ça. Donc je reviens à... Et donc du coup, se met en place d'abord l'arrivée massive de droits sociaux, la sécurité sociale, enfin toutes ces sortes de choses, et le développement aussi de l'enseignement de l'éducation, ce qui suppose l'arrivée massive de fonctionnaires français, qu'on appelle à La Réunion aux oreilles, très inscrits de façon consciente ou inconsciente dans le cadre d'une mission civilisatrice. C'est très clair, très très clair, et la mission civilisatrice consiste d'abord à faire en sorte que les petits Réunionnais deviennent de bons Français. Qu'ils parlent français, qu'ils adoptent les valeurs françaises et toutes sortes de choses. Et en même temps, les années 50 voient apparaître à La Réunion, 50-60, donc les premiers intellectuels réunionnais de l'après-départementalisation, donc qui vont faire des études supérieures en France. Et qui vont être les fondateurs de ces revues, les écrivains de ces revues, donc des artistes, des profs, des écrivains. Et puis il se passe donc en 58 donc le général de Gaulle donc ça c'est intéressant. Et la question de la guerre d'Algérie, avant de parler de Debré. Vous avez montré tout à l'heure, nous créoles, je crois, voilà, organe général de... Travailleurs réunionnais. Organe de l'Union générale, travailleurs réunionnais en France. Non, en fait, c'est pas ça que je voulais parler. C'est le Rideau de Cannes. Le Rideau de Cannes, qui est la revue des étudiants réunionnais en France. Il existait dans les années 50, donc 60 en France, et essentiellement à Paris, mais aussi dans les autres villes, une association générale des étudiants réunionnais en France ou en métropole, ça change selon les moments, qui était plutôt légitimiste, départementaliste et toutes ces sortes de choses. Pendant très longtemps, les étudiants réunionnais, en tout cas pendant ces années-là, étaient issus de la bonne bourgeoisie blanche. Et donc étaient tout à fait dans cette logique départementaliste et légitimiste. Et donc progressivement, ça c'est un des effets de la départementalisation, effectivement, accèdent au baccalauréat et donc des études supérieures des personnes issues de couches sociales différentes et de couleurs différentes. Et qui rejoignent effectivement en France l'Association générale des étudiants réunionnais en métropole ou en France. Mais qui ne s'y reconnaissent absolument pas. Et en particulier, ça m'a beaucoup intéressé ce qu'on disait tout à l'heure sur le Maghreb et l'Algérie, parce que une partie de ces étudiants
va faire une scission et va créer donc l'Union générale des étudiants créoles en France, où le terme créole va apparaître à la place de réunionnais et où la revue va s'appeler Nous Créoles. Au départ, la rupture ne se fait absolument pas sur la question réunionnaise. La rupture se fait sur la guerre d'Algérie. Les étudiants donc, de l'association des étudiants créoles en France reprochant à la Germe de ne pas avoir de position par rapport à la guerre d'Algérie, de ne pas soutenir le mouvement indépendantiste algérien, de ne rien dire sur la guerre qui se mène en Algérie, sur la répression, sur les tortures, etc. Et du coup, la rupture se fait... Donc la rupture, au départ, se fait sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à La Réunion, mais c'est à partir de là, donc à partir des luttes algériennes, que vont progressivement arriver les revendications autour de l'autonomie de l'indépendance de la Réunion, de la culture réunionnaise, de la langue créole, de l'identité réunionnaise, de l'histoire de la Réunion, l'esclavage, le marronnage, l'engagisme, etc. Et donc cette revue Nous Créoles est créée à ce moment-là, et c'est là que vont apparaître les futurs fondateurs des revues à venir, comme Jean-Claude Legros, mais aussi Axel Gauvin, pour Van Gogh par exemple, Robert Gauvin. Et donc, je reviens à Michel Debré. Donc Michel Debré est élu par la fraude contre Paul Vergès, secrétaire général du Parti communiste réunionnais, député de la Réunion en 1962. Et en même temps, comme vous le savez, Debré va être ministre de Gaulle jusqu'en 1981, jusqu'à Giscard, même il était ministre de Giscard d'Estaing. Et Debré, donc, comme vous le savez, était un partisan de l'Algérie française. On retrouve l'Algérie. Et donc, sa hantise, c'est faire en sorte que la Réunion ne soit pas comme l'Algérie et réussir à la Réunion ce que la France n'a pas su faire en Algérie. Et Debré va mettre en place un programme drastique avec l'aide systématique de l'appareil d'État, qui est énorme, de tentatives d'assimilation donc culturelle et linguistique, et de répression systématique des résistances, en particulier contre le Parti communiste réunionnais, mais aussi contre tous les mouvements qui ne sont pas d'accord. Et c'est dans ce cadre que Debré applique à La Réunion trois choses importantes. D'abord, l'ordonnance 60. L'ordonnance 60 qui, je vous le rappelle, avait été mise en place pour l'Algérie et qui va être appliquée pour la première fois, et pour l'unique fois, je crois d'ailleurs, à La Réunion et aux Antilles. Et cette ordonnance dit que tout fonctionnaire susceptible de troubler l'ordre public est muté d'office en France. Et du coup, Debré va tenter de décapiter la direction du Parti communiste réunionnais, et donc va être muté en France une partie importante de la direction du Parti communiste réunionnais, et c'est eux qui ont fondé Nous Créoles, et qui va être la revue de l'Union générale des travailleurs réunionnais en France. Et en même temps, la deuxième chose que met en place Debré, c'est le Bumidum, donc ça concerne aussi les Antilles et la Guyane, sur la base, donc il faut apaiser, faire en sorte que le mouvement révolutionnaire soit éradiqué. Et donc toute la jeunesse réunionnaise, toute la jeunesse pauvre, toute la jeunesse noire ou de couleur va être envoyée en France, dans les usines, les hôpitaux et toutes sortes de choses, et y compris les orphelins de la Creuse, dont vous avez déjà entendu parler, où donc les enfants vont être déportés systématiquement pour repeupler les campagnes françaises avec des violences sexuelles, des viols, enfin toutes sortes de choses, une folie complète, une espèce de déportation de toute la jeunesse réunionnaise en France, et y compris des enfants, des bébés. Hein, quand je dis bébés, il y en a qui avaient 2-3 ans. Voilà. Et donc, toute cette réalité. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Enlever à leurs parents et envoyer. Sans compter ce dont a parlé récemment Françoise Vergès dans son livre Le ventre des femmes, la stérilisation forcée des femmes, l'avortement forcé des femmes, pauvres et de couleur à La Réunion, tout ça donc couvert, au moment où le même Debré, d'ailleurs, vous le savez,
faisait tout en France pour interdire la contraception et l'avortement. Donc voilà, ça c'est la situation à l'époque. Et du coup, c'est les étudiants qui reviennent, la première génération d'étudiants qui revient, et les intellectuels qui sont restés, eux, vont créer justement ces revues dont, bon, déjà le Rideau de Cannes en France, et puis ensuite à La Réunion, Barzour, Fangok, et les Cahiers de la Réunion et de l'Océan Indien. Ces revues sont... Alors, on les a souvent accusés d'être des revues du Parti communiste réunionnais. Ce n'était pas du tout des revues du Parti communiste réunionnais, c'était des revues dont un certain nombre de personnes, pas les gens qui y étaient, partageaient un certain nombre de combats culturels du Parti communiste réunionnais et qui étaient plus ou moins d'accord avec la position politique, les positions politiques du Parti communiste réunionnais, l'autonomie, ou qui étaient violemment, au contraire, opposés à l'autonomie et revendiquaient l'indépendance, que ce soit dans le Rideau de Cannes ou dans Fangok ou dans Barzour. Et ce qui est intéressant, donc, dans les revues, je ne sais pas si on voit ici, Fangok ou Barzour, voilà. Alors, interviennent déjà sur le titre, le nom, le choix du nom. Barzour est un mot créole. Et donc, alors que nous, créoles, on est encore dans le français, combat réunionnais, on est dans le français, que les revues qui existaient à l'époque, la revue culturelle réunionnaise ou le bulletin de l'Académie de la Réunion, on dit titre français, là, c'est quelque chose d'important qui se donne à voir d'entrée de jeu, c'est justement ça, la monstration du créole. Barzour, donc qui signifie l'aube ou l'aurore, ou Fangok, qui signifie la gratte, donc qui creuse. Et s'associe très rapide, d'entrée de jeu, aux rédacteurs et aux militants de cette revue, des artistes. Comme vous le voyez, là, c'est les couvertures, et à l'intérieur, ça va être des revues qui vont croiser à la fois des réflexions sur l'histoire, sur la langue créole, des textes de poètes, des critiques, mais aussi des interventions d'artistes réunionnais, dont en particulier pour Barzour et Fangok. Alors, les couvertures de Fangok sont faites par Alain Séraphine. Alain Séraphine qui va ensuite fonder l'école des Beaux-Arts de la Réunion, qui a fait des études d'art plastique à Paris, qui a été très très influencé par le mouvement Cobra et par le mouvement situationniste, et qui va mettre tout justement, tout ce qu'il sait, tout son savoir, au service de Fangok et de Barzour, donc, qui vont être des revues extrêmement revendicatives, où la voix des jeunes poètes et des jeunes écrivains de l'époque va se faire entendre, y compris de gens qui vont devenir extrêmement célèbres, comme Daniel Waro, que l'on présente maintenant partout comme le chantre du Maloya, les poèmes d'Axel Gauvin, Patrice Trottard, d'Alain Armand, donc de ceux qui vont constituer le champ littéraire réunionnais alternatif de l'époque et qui vont faire leurs premières armes là. Et c'est intéressant, parce que Barzour et Fangok vont être à l'origine de la création de maisons d'édition comme Les Chemins de la Liberté, une maison d'édition qui va publier toute la jeune littérature créole des années 70-80, et de même que la revue L'a dit, l'a fait, ça arrive un peu plus tard, va être liée à l'ADER. Donc on a ce contexte extrêmement violent, conflictuel, binaire même, départementaliste ou autonomiste ou bien indépendantiste, assimilationniste ou au contraire revendication d'une histoire ou d'histoire réunionnaise. On n'est pas encore dans... Ça m'a beaucoup intéressé l'intervention précédente, parce que on n'est pas encore à ce moment-là dans une pensée de l'indiane-océanie ou de l'indiane-océanité qui va apparaître beaucoup plus tard dans les années 90, alors que la communication précédente a bien montré que c'était largement antérieur, la question de l'Atlantique noir ou de l'espace Caraïbe. Voilà. Et donc là, on est vraiment sur la Réunion. Mais en même temps, ce sont des revues internationalistes, parce que non pas des revues indiano-océaniques, mais des revues internationalistes, puisque ces revues sont connectées. On est dans les années 60-70.
sont connectés avec toutes les luttes qui se mènent dans l'océan Indien. L'apartheid en Afrique du Sud, les luttes anticoloniales au Mozambique, Madagascar qui vient d'accéder à l'indépendance, Maurice et tout ce qui se passe. Et surtout, à partir de cette connexion autour des luttes de l'océan Indien, va se remettre en place et se donner à se montrer, se donner à lire, à entendre, à chanter toute une mémoire que Debré s'efforce d'effacer et qui va être remise au goût du jour. C'est la mémoire des arrivées. La mémoire des origines plurielles et les processus de créolisation qui s'en suivent. C'est-à-dire donc les liens avec Madagascar, à travers l'esclavage et l'engagisme, les liens avec le Mozambique, là aussi, à travers l'esclavage et l'engagisme, avec les Comores, avec Zanzibar, et puis, bien sûr, avec l'Inde, l'Indochine, enfin, et y compris l'Europe. Et c'est le premier moment où la France va être pensée, c'est les prémices d'une pensée qui va être beaucoup plus importante plus tard, et ça apparaît dans ces revues-là, l'idée que la France fait partie de la Réunion, et non pas la Réunion fait partie de la France. Et donc l'idée que la dimension française est l'un des éléments qui entrent dans le processus de construction de l'idée réunionnaise, de la pensée réunionnaise, et ça va être une espèce d'inversion du regard, du point de vue, qui va avoir une très très grosse fortune, puisque le projet de la MCUA, par exemple, c'est intitulé Simon de la Réunion. Et c'était donc la Réunion qui devenait en quelque sorte le point d'arrivée, de rencontre et de transformation et de créolisation, et non plus l'inverse. Donc du coup, ça ne se pensait pas en termes de diaspora, ça ne s'est jamais pensé en termes de diaspora, mais ça se pensait en termes comment dire, d'arrivée, d'oubli des origines, de reconstruction des origines, de processus de créolisation, et en fait, les théories de la créolisation réunionnaise, elles ne sont pas théorisées dans ces revues, mais elles sont mises en acte, et tout ça va servir de germe donc à toute la pensée aujourd'hui donc des processus spécifiques de créolisation dans l'océan Indien, et en particulier à la Réunion. J'aimerais qu'on aborde la place du créole maintenant et surtout de sa mise par écrit, de la graphie, de l'écriture octobre 77, par exemple, qu'on voit bien dans Nous Réunionnais comme est là. Oui. C'est déjà dans le rideau de Cannes, avant Nous Réunionnais. Oui. Dans le rideau de Cannes, donc dans la revue, et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Union, association ou Union, je sais plus, des étudiants créoles et non pas réunionnais, parce que la question créole est aussi une question importante. Une information peut-être pour comprendre créole plutôt que réunionnais. À la Réunion, depuis toujours, créole ne renvoie pas contrairement par exemple à ce qui s'est passé aux Antilles, je vous renvoie au débat négritude ou créolité, créole veut simplement dire, ne renvoie ni à une couleur de peau, ni à une langue, ni à une origine, mais un rapport au lieu. En 1710 par exemple, dans un rapport pour la Compagnie des Indes, Desforges-Boucher oppose ce qui est créole, c'est-à-dire tout ce qui est né ou a grandi dans le lieu, au reste. Donc du coup, on a des choses comme de ce genre, noir créole ou noir Mozambique, indien créole ou indien indien, et ça concerne y compris les animaux, bœuf créole ou bœuf malgache. Et toutes ces sortes de choses. Malgache créole ou malgache malgache. Donc créole, ça voulait dire ça. Et donc du coup, revendiquer ce mot créole, qui avait connu une histoire particulière, puisque à la fin du 19e et au début du 20e, les écrivains coloniaux, Marius Harry Leblanc en particulier, mais aussi les autres, vont réserver créole aux Blancs. Et donc, il y aurait d'un côté les créoles, donc les Blancs, et de l'autre côté, ce que les romanciers coloniaux appellent les contes-nations. Donc, la nation créole blanche et contes-nations, c'est les autres. Avec une distinction, les Leblanc parlent de la basse-cour des races, et de l'autre côté, donc, les créoles. Et donc, la revendication de créole dans Nous créoles, très tôt, puisqu'on est là à la fin des années 50 et au début des années 60, si je ne me trompe, rideau de Cannes, pardon. C'est 61, 63. Voilà, au début des années 60,
Et nous, créoles, dans le titre de la revue de l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, ça a du sens. Et dans le rideau de Cannes, la question du créole, de la langue créole, va devenir extrêmement importante. Écrivent là c'est là qu'on va faire connaître les premiers travaux de Boris Gamalaya sur la langue créole. Les gens comme Frédéric Legros, qui vont travailler sur le créole, proposer déjà des amorces de graphie, montrer que le créole est une langue à part entière, qu'on peut créer dans cette langue, et on publie des poèmes en créole, justement, de très très haute tenue, et toutes ces sortes de choses. Et donc, dans ça s'amorce là. Et lorsque ces gens, ces étudiants vont rentrer, ils vont continuer ces travaux. Et Octobre 77, entre autres, c'est pas pour rien que la graphie d'Octobre 77, elle est aussi portée par des gens comme Axel Gauvin, qui était déjà dans le rideau de Cannes, Legros, et les militants indépendantistes comme Serge Sinimalé. Le mouvement indépendantiste réunionnais avait aussi une revue qu'on ne voit pas ici, qui s'appelle L'Indépendance et Liberté, qui était une revue, un périodique dont le titre était en créole et qui publiait régulièrement des articles de fond en créole, qui n'étaient pas lus, bien sûr. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse sur la distribution, puisque l'auteur va poser la question tout à l'heure. C'était quasiment pas distribué. C'était tiré à une centaine d'exemplaires, toutes ces revues, et de façon extrêmement artisanale. On pourra y revenir tout à l'heure, justement, sur les modalités de fabrication de ces revues. Et donc, la revendication non pas de la langue créole, mais surtout de l'écriture créole, va être quelque chose d'extrêmement important. L'idée que l'on écrit en créole et dans un créole qui ne soit pas une espèce de graphie abattardie du français, le fameux créole étymologique, mais une graphie propre à la langue créole elle-même. Et donc, la première proposition pratique, c'est celle d'Octobre 77, qui propose une graphie phonologique et qui va ensuite être revue en 83, une graphie influence, hélas, de Jean Bernabé et des créolistes du Gérec en Martinique, avec la notion de déviance maximale, qui va donner une graphie que les gens vont refuser. Et ensuite, donc on va revenir à Octobre 77, et puis une série d'adaptations avec des variantes, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une espèce de revue de graphie, enfin il y a plusieurs graphies en concurrence, mais avec la recherche justement de quelque chose d'intermédiaire qu'Axel Gauvin propose en 2001 et qu'il développe encore aujourd'hui en 2017, qui s'appelle la graphie Tangol. Et donc, nous réunionnais comme est là, donc, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est la revue de François Saint-Omer, qui est à Paris à ce moment-là, et qui va créer une revue, Nous Réunionnais comme est là, donc nous les Réunionnais d'aujourd'hui, et où il va, d'abord le titre est en créole, et il va aussi donner des cours de créole, écrire en créole, proposer des graphies créoles. Et d'ailleurs, Saint-Omer va travailler aussi avec les gens d'Octobre 77 pour proposer la graphie Octobre 77. Évidemment, Octobre 77, ce n'est pas gratuit, il y a une référence directe à Octobre 17, bien sûr, et à cette dimension. Et donc, pas seulement Octobre 17 en tant que révolution soviétique, mais à tout le travail artistique qui a eu lieu autour de la révolution russe, avec à la fois les poètes, les écrivains, les artistes, les cinéastes et toutes ces sortes de choses. Tout ça est effectivement extrêmement lié. Et bien sûr, si la graphie proposée est une graphie phonologique, c'est justement pour s'opposer à... pour proposer un espace justement d'autonomisation de l'écriture poétique, pas seulement au niveau graphique, mais au niveau général. Et d'ailleurs, les réactions vont être extrêmement violentes. Les départementalistes, enfin donc la droite et les autres, l'ancienne bourgeoisie de la Réunion, les gros blancs et les autres, vont stigmatiser une langue qui utilise le K et le W. On va parler de créole CAF. CAF sont les Noirs. De créole KZ, on va parler de créole CAF, de créole Kolkhoz, de créole Komandantou, de créole Zoulou, de créole Zozo, donc pour envoyer justement à ça, parce que précisément, il se trouve que K, la lettre K et la lettre Z
comme la lettre W, qui va intervenir massivement dans la graphie 83, sont les lettres les plus absentes de la langue française. Ouvrez n'importe quel dictionnaire et vous le verrez. Et donc, du coup, ça a cristallisé des éléments essentiels. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces revues, de manière extrêmement pratique, proposaient aussi et autour de ces revues, il y avait des cours d'alphabétisation. Par exemple, Marcel Gauvin a animé des cours d'alphabétisation. Et ces revues étaient lues en public dans des cabars, discutées. Et ça a été des espaces aussi de création, mais aussi d'incitation de toute une jeunesse à produire de la poésie, à produire du théâtre, à écrire en créole. Et une série d'artistes vont aussi contribuer. Bon, j'ai parlé d'Alain Séraphine, mais il y a eu Roger Théodorat, qui était donc dans Le Rideau de Cannes, et qui ensuite va illustrer, par exemple, le premier roman d'Axel Gauvin, Quartier Trois Lettres. Même chose dans la revue d'Alain Gilly, La dit la fée, qui va être une espèce qui intervient là aussi dans les années 70 à La Réunion, et qui va être une espèce de laboratoire absolument incroyable comment dire, de créativité à la fois littéraire, artistique, linguistique, et qui sera ensuite suivi de la revue Tikabar. Ce que je tiens à dire aussi, ces revues n'étaient pas repliées sur la Réunion. L'objet était la Réunion, mais à partir de là, justement, c'est des revues extrêmement internationalisées, internationalistes, et qui étaient en contact, justement, en résonance, en tout cas, avec ce qui se passait dans le monde. C'est pas pour rien, par exemple, que dans l'un des numéros de La dit la fée de Gilly, qui s'appelait Crise chez les versifleurs, il y a une discussion assez amusante qui s'intitule Conversation sur la littérature et l'art aliénant. Évidemment, il y avait une référence là très très nette. Ce matin, justement, lorsque j'ai entendu la communication sur les revues vietnamiennes, ça m'avait fait penser à ça. Justement, c'est effectivement le texte de Mao Tse-tung sur conversation sur la littérature et l'art aliénant. Et donc, à Yenan. Et donc, on avait toute une série de jeux comme ça avec ce qui se faisait. Avec là aussi en sous-texte des éléments importants. On n'y faisait jamais référence directement, mais bien sûr, Acoma de Glissant était présent dans les têtes. Césaire, l'ouverture de la revue Tropique, du premier numéro de la revue Tropique, Terre muette et stérile, etc., c'était quelque chose qui a été aussi, d'une certaine façon, à l'origine de ce désir de montrer justement que la Terre n'était ni muette ni stérile, et de créer, pour que nous cessions d'être de danser au carnaval des autres, comme dit Césaire dans le cahier de retour pénatal. Et puis une présence majeure, France Fanon, bien sûr. Là aussi, tous ces textes sont informés, toutes ces revues sont informées par ces figures-là. Fanon, Césaire, Glissant, et plus près de la Réunion, bien sûr, des gens comme Amilcar Cabral, Nelson Mandela, Monja John à Madagascar, et tout le mouvement Dalit indien. Tout ça jouait aussi beaucoup par rapport à ce qui se mettait en place. Merci. Je crois que Marie-Laure nous dit que c'est peut-être le moment d'ouvrir les questions à la salle. Ou si tu veux poser une question. Moi, j'avais peut-être une question pour conclure, peut-être. Mais alors, je ne sais pas si c'était une question de conclusion, mais c'était une question à laquelle je tenais, qui était celle de la musique et de la place du Maloya, qui devient vraiment un objet politique. Et le Maloya est très souvent évoqué dans toutes ces revues. Oui, absolument, oui. Parce que le Maloya était senti à ce moment-là comme... alors, il y avait la musique de la bourgeoisie réunionnaise, qui était le quadrille et le sega. Et donc le Maloya, qui était... le Maloya pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était le genre musical qui était totalement dénigré, interdit. À l'époque de Bré, le Maloya était interdit. C'était la danse et la musique des descendants d'esclaves, des descendants d'engagés, des pauvres.
c'était relié à des pratiques culturelles de culte aux ancêtres, aussi bien du côté des Malgaches que des gens dont les ancêtres étaient malgaches ou dont les ancêtres étaient mozambicains. Et ça recroisait aussi des pratiques liées aux pratiques donc, des descendants d'engagés indiens. Tout ce monde s'étant évidemment métissé et créolisé au cours du processus de rencontre, avec des formes de théâtre vernaculaire comme le nargon. Et donc, du coup, le maloya était senti à la fois comme la musique et la danse vernaculaire par excellence, qui renvoyait aux racines, aux origines en tout cas non spécifiquement européennes, ou non uniquement européennes, et qui était aussi senti comme le modèle même d'un processus de créolisation linguistique, musical, mythologique, au niveau de l'imaginaire, et linguistique. Et donc c'est pour ça que... Et, voilà. Et effectivement, ces revues vont parler du maloya, mais aussi publier des textes de maloya, sans la musique bien sûr. Voilà par exemple Cosmo Maloya de Patrice Truttard. Et aussi, lors de la parution des numéros, organiser des fêtes où des chanteurs de maloya venaient, où le maloya était effectivement systématiquement mis en avant. Merci. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une ou deux questions dans la salle avant de passer à la discussion suivante. Je sais qu'on a pris déjà beaucoup de retard, mais ce serait quand même dommage de ne pas avoir. Parce qu'après, il y a la question des traducteurs. Oui, bien sûr. Thank you for that really amazing talk. I was wondering, were there connections between the students of Reunion with students from parts of Asia, say, when they were in Paris, for example? Because I know the Vimy students, who were there in the early 20th century, they were also very much influenced by students from the Caribbean and from North Africa. But I don't really know the connection much with Reunion. Alors, en tout cas, je réponds en français. Il y a eu très tôt d'ailleurs des rencontres entre les étudiants réunis à Paris et les étudiants vietnamiens en particulier. D'abord, c'est sans doute dû aussi à un tropisme particulier, puisque Paul Vergès et Jacques Vergès, leur mère était vietnamienne. Et donc, par ce biais-là, il y a eu des contacts assez tôt entre une frange radicalisée, on va dire, de la jeunesse étudiante réunionnaise et des étudiants vietnamiens. Mais ça s'est très vite arrêté. Et les étudiants du Rideau de Cannes, par exemple, avaient des contacts surtout avec les étudiants caribéens, enfin des Antilles françaises, des colonies françaises, les Comores, Madagascar, et évidemment des gens de l'océan Indien, Mayotte, et avec ceux de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, donc la FEANF. Les contacts avec les étudiants asiatiques étaient beaucoup plus rares. Beaucoup plus rares. Moi, je voulais juste, peut-être pour confirmer une chose, c'est que j'avais entendu ton intervention, et je remercie Catherine Cocchio d'être là au moment de son séminaire donc à Paris 7, son séminaire sur la mondialisation, et tu étais avec Igor Babou, et vous avez annoncé donc ce projet. Hein, et la seule chose que l'on pouvons dire ici, c'est que vraiment tout ce qu'on pourra faire pour vous... Je trouve que c'est formidable de ne pas penser les termes en termes de langue, mais en termes de région et de navigation en fait du côté de l'océan Indien. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que je trouve que c'est très enthousiasmant finalement ce que tu dis du fait que ce projet que vous aviez avec Françoise pour plein de raisons a été écarté, étouffé, arrêté. Et moi j'avais le souvenir que vous nous aviez enseigné une chose qui était formidable, c'était que faire d'un pays où, pour nous dire, il y avait rien de matériel. Voilà. Et c'était passionnant de vous entendre essayer de réfléchir à partir de l'immatériel, reconstituer les strates de culture qu'il y avait à cet endroit. Mais là, je trouve que, voilà, je voulais juste dire que la manière, ce que vous engagez, je trouve ça formidable, quoi. Voilà. Oui, merci. Oui, je voulais dire, et merci Zaya de me rappeler ça.
Nous allons organiser un colloque en 2018 sur ces questions. Je vais envoyer Igor Babou a déjà reçu l'appel, mais je vais te l'envoyer aussi, parce que là, tu pourras le diffuser sur le réseau de l'INA et autres. Et c'est avec beaucoup de plaisir, justement, que l'on va essayer de travailler ensemble sur ces questions. Ça va être un premier moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Carpana-Marimoutou et Florence pour cette discussion.